Alors justement, comment on les choisit, ces propriétés? Sur quels critères on va dire tel animal ou tel être vivant, je vais le mettre dans telle ou telle catégorie, les fameuses boîtes? Oui, ça c'est la question du cahier des charges. Avant d'y répondre, j'ai oublié de répondre à l'une des questions que vous posiez juste précédemment. On a besoin que nos mots soient stables, mais n'oubliez pas que la systématique est une science, c'est-à-dire que si elle est claire sur les propriétés par lesquelles elle classe, ce dont je vais parler tout à l'heure, si elle est claire sur ce qu'elle veut faire, alors elle-même, elle va être susceptible de produire des avancées, des résultats nouveaux. Et donc, l'autre aspect de ma réponse, c'est oui, les classifications changent. En fait, elles n'ont pas pour vocation de vous donner des catégories, de vous proposer des catégories mentales à jamais vraies, à jamais exactes dans ce qu'elles tentent de refléter. Mais attendez-vous à ce que les classifications changent car elles font des progrès. Et ça, c'est très difficile pour nous. Ça, c'est vraiment une difficulté. Parce que catégoriser, je répète, c'est un besoin, c'est un repère psychique. Les catégories, c'est ce qui font nos repères psychiques, qui font qu'on prend des décisions dans le monde réel. Ça nous permet de communiquer. Et si je vous change les catégories, vous allez vite être perdu. Il n'y a rien de plus déstabilisant que de changer une classification, et pourtant, en zoologie, en botanique, en minéralogie, en sciences humaines et sociales, enfin dans beaucoup de sciences, les catégories changent parce que les connaissances progressent. Donc, loin de moi l'idée de vous dire une catégorie doit rester, comment dire, elle a pour contrat de rester inchangée. Non, non, au contraire, il s'agit de science, donc effectivement, c'est susceptible de changer. Exemple, alors un exemple de truc à changer, alors là je vais horrifier tout le monde, mais en zoologie, on ne parle plus de poisson. Poisson, c'est un terme culinaire, c'est un terme qu'on trouve chez le poissonnier. C'est l'ensemble des vertébrés qu'on pêche avec une canne à pêche ou un filet, et puis quand ils se mangent, ils ont un certain goût, quoi. On ne choisit pas n'importe quel vin avec un poisson, on ne choisit pas n'importe quel vin avec une viande. Si vous regardez le poisson, on appelle poisson sous l'angle zoologique aujourd'hui, eh bien, poisson n'existe plus, car le cahier de cette boîte, dans ma tête, elle vient de Linné, une époque où on ne pensait pas d'évolution. On ne pensait pas évolution à l'époque de Linné, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc, poisson ne peut pas refléter l'évolution. Alors là, justement, on en vient à la question du cahier des charges, et là maintenant je réponds à la deuxième question. Quelles sont les intentions qui se cachent derrière le classificateur? Quels sont les critères que le classificateur va utiliser? Eh bien, aujourd'hui, depuis 150 ans, depuis le 13e chapitre de la première édition de l'origine des espèces de Charles Darwin, eh bien le cahier des charges est posé. Qu'est-ce que j'appelle un cahier des charges? C'est-à-dire, de quoi doivent parler nos classifications? Elles peuvent parler de 1000 choses. Je peux vous faire une classification par la couleur, par la taille, par si ça se mange ou pas. Je peux choisir de les mettre par habitat. Ils habitent la campagne, ils habitent la ville, ils habitent tel continent. Vous avez 1000 décisions possibles sur la façon de faire des catégories. Il faut qu'on s'entende entre nous, donc il faut qu'on ait un accord conventionnel, et là je précise, c'est une convention. Toute classification est conventionnelle. À la limite, on va même voter. De quoi doivent parler nos classifications? Quelle est la propriété du monde réel là-dehors qui fait le plus de sens s'agissant de la biologie? Mais une autre, quelle est celle qui fait le plus de sens s'agissant de la minéralogie, classer les minéraux? Quelle est celle qui fait le plus de sens s'agissant de la sociologie? Ça ne sera pas les mêmes cahiers des charges, nécessairement. En tout cas, en zoologie, en botanique, en paléontologie, quand on classe le vivant, eh bien, le cahier des charges, il est inscrit au chapitre 13 de l'origine des espèces. On va classer les êtres vivants qui sont affiliés entre eux. C'est pas ce qu'ils font, c'est pas là où ils habitent, c'est pas si je les mange ou pas, ou s'ils sont toxiques ou comestibles, enfin peu importe. Non, c'est une propriété particulière qui est la filiation. On va mettre ensemble des êtres vivants qui sont apparentés entre eux, plus apparentés entre eux que celui qui est à côté, qui le serait moins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un cahier des charges. C'est le critère. Alors comment est-ce qu'on sait qu'ils sont apparentés? Parce que c'est ça la question. Après tout, Charles Darwin le dit, en 1859, il le dit, il n'y a pas de registre d'état civil pour les espèces. Il n'y a pas de mairie qui enregistre la succession des ancêtres. Et donc, on va attraper l'affiliation à travers ce que les êtres vivants ont, et non pas ce qu'ils font, et non pas là où ils habitent. Parce que ce qu'ils font, voler, marcher, manger de la viande, là où ils habitent, la rivière, tel continent, ça c'est très labile, c'est très fluide, ça change tout le temps. Les êtres vivants
Si vous les attrapez par ce qu'ils font, vous n'aurez pas l'image de ce qu'ils ont, et si vous les attrapez par ce qu'ils ont, vous n'aurez pas l'image de ce qu'ils font. Imaginez une mouche vole, un pigeon vole. Ben, si vous regardez les organes avec lesquels le pigeon et la mouche respectivement volent, ces organes ne sont même pas comparables à l'échelle de votre œil. Si vous voulez trouver un élément de comparaison entre une aile de mouche et une aile de pigeon, il faut descendre au niveau de la cellule. Mais à un niveau d'organisation plus grand que celui de la cellule, vous ne pouvez pas, juste pas comparer une aile de mouche et une aile de pigeon. Donc on ne va pas classer sur ce qu'ils font, mais on va classer sur ce qu'ils ont, car c'est ce qui est le plus stable. Enfin, pense-t-on, en tout cas. C'est un pari, hein. C'est un pari. Si on veut attraper la filiation, eh bien, on va essayer d'attraper ce qu'ils ont, c'est-à-dire ce dont ils ont hérité de leurs ancêtres, en fait. Et c'est ça le pari de Darwin, c'est si vous classez sur ce que les êtres vivants ont, leurs attributs, ce qu'ils portent sur eux, que ce soit la forme, que ce soit les gènes, que ce soit... Enfin, Darwin ne connaissait pas les gènes, hein, mais ça c'est la science d'aujourd'hui. La forme, les gènes, peu importe, ce qu'ils ont, eh bien vous avez des chances d'attraper, d'avoir un reflet de la filiation. Et donc,